Donc le dépistage anténatal il est possible 80%, donc cette plaque, je l'ai déjà fait passer. Maintenant, pour le diagnostic du syndrome de jonction, ce qu'il faut retenir deux formes cliniques du syndrome de jonction pilori-rétérale. La première forme, c'est la forme qui est la plus fréquente, c'est le syndrome de jonction pilori-rétérale de diagnostic anténatal, c'est-à-dire, et c'est la forme la plus commune et la plus fréquente. D'ailleurs, en Europe, c'est ce qui existe. Les formes symptomatiques, presque, ils sont inexistantes. Lorsqu'il existe, il existe chez des Arabes en Europe. Voilà. Donc, c'est la première forme, c'est la forme de diagnostic anténatal, c'est-à-dire on a découvert la dilatation anténatale et puis on fait la suite, on vérifie à la naissance et on surveille après et on pose l'indication d'une surveillance ou d'une intervention chirurgicale en fonction de plusieurs éléments, surtout des éléments paracliniques, éléments d'imagerie. Donc ça, c'est la première forme. La deuxième forme clinique, c'est la forme symptomatique. Cette forme-là, c'est l'apanage du grand enfant et c'est l'apanage des pays sous-développés ou bien des pays qui sont émergents. Parce que normalement, il ne doit pas se voir. Normalement, si on fait le diagnostic en anténatal, on ne va pas arriver au stade de symptômes. On va poser l'indication chirurgicale bien avant ces symptômes-là, sur l'imagerie, surtout la scintigraphie. Donc les signes cliniques lorsque c'est symptomatique, donc infection urinaire, là j'ai déjà dit qu'il faut suspecter un reflux, la douleur abdominale, masse abdominale palpable. Ce qu'il faut retenir aussi en matière des masses abdominales, c'est que le syndrome de jonction pilori-rétérale chez le nourrisson, il est responsable d'une grande partie des causes des masses abdominales de l'enfant. L'hématurie, pyurie parfois, l'hématurie, on peut la voir dans le syndrome de jonction. Mais comment? Si on a une lithiase de stase associée. Parce que quand on a un obstacle, on va avoir la stase, formation de lithiase, et on peut avoir cette hématurie. Et souvent, on découvre de façon fortuite, c'est-à-dire l'enfant il est parti pour une douleur abdominale, petite douleur abdominale, le radiologue fait une échographie ou bien le pédiatre, il va découvrir une hydronéphrose et on l'envoie chez nous. L'examen clinique est souvent pauvre. En matière du syndrome de jonction pilori-rétérale, l'examen clinique il est presque toujours normal, en dehors d'une masse abdominale chez le nourrisson lorsqu'il existe. Et lorsque cette masse existe, ce n'est pas l'examen de la palpation qui la découvre, mais c'est l'inspection. Parce que c'est une masse qui n'est pas tissulaire, ce n'est pas une masse qui est dure, c'est une masse qui est liquidienne. Et donc même si vous la touchez, vous n'allez rien palper. Mais à l'inspection, vous allez voir qu'il y a un gros ventre. Je vais vous montrer les images, si j'en ai. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est une hydronéphrose géante. Mais si vous touchez, vous n'allez pas toucher de masse. Voilà, donc les examens complémentaires, c'est toujours en neurologie pédiatrique, le premier examen, toujours, je ne vais pas le répéter à chaque fois, c'est l'échographie mensuratrice de l'arbre urinaire, parce que c'est très important aussi par la surveillance. Il faut avoir ces chiffres. On va voir parmi les indications d'une intervention chirurgicale, c'est l'augmentation des chiffres de la dilatation du bassinet. L'aérographie intraveineuse, l'aérographie intraveineuse, elle garde toujours de la place dans notre contexte, mais normalement, il doit plus se faire parce qu'il ne donne pas vraiment, il n'aide pas vraiment à l'indication chirurgicale. Parce que autrefois, avant la scintigraphie, chaque fois qu'on trouve une hydronéphrose sur l'UV, l'intervention chirurgicale. Alors combien d'enfants qui sont opérés et qui ne devaient pas être opérés? Parce qu'il y a des hydronéphroses radiologiques, mais qui vont disparaître, ou bien même s'ils ne disparaissent pas, ils sont stables parce qu'ils ne sont pas obstructifs. C'est les hydronéphroses non obstructives.
Mais pour répondre à cette question, est-ce que c'est obstructif ou bien non obstructif, est-ce que ça retentit sur le rein ou ça retentit pas sur le rein, c'est pas l'UV, c'est la scintigraphie. D'ailleurs, les reins qui sont muets à l'UV ne sont pas des reins morts à 100%. Il y a des reins qui sont encore fonctionnels, même à 20% par exemple, et qu'il ne faut pas enlever uniquement parce qu'ils sont muets à l'UV. Donc même cette classification n'est pas très intéressante. La classification des hydronéphroses, type 1, type 2, type 3, type 4, c'est pas très intéressant, ça n'apporte rien. L'UV, là, c'est une hydronéphrose qui est très importante parce qu'il y a une dilatation qui est très importante, comme vous voyez, par rapport au côté qui est normal. Vous voyez, ça, c'est le côté normal. Regardez les groupes caliciels, comment ils sont. Et même le bassinet, il est petit. Mais à gauche, là où il y a l'obstacle, regardez, ça, c'est le bassinet qui est très dilaté. Et là, c'est les calices qui sont très dilatés et sont même bombés en boule. Les examens isotopiques, ils sont très importants, ils sont capitaux en matière du diagnostic et aussi de l'indication du traitement chirurgical du syndrome de jonction, et pas uniquement du syndrome de jonction, mais de toutes les uropathies obstructives. Alors, donc il y a la scintigraphie au DTPA avec épreuve au Lasillix, c'est ce qu'on appelle la scintigraphie dynamique. Alors dynamique parce qu'on essaie d'étudier le T demi-vie, le temps de demi-vie. C'est quoi le temps de demi-vie? C'est le temps, c'est la durée au bout de laquelle la moitié du traceur est éliminée. La moitié du traceur est éliminée. Alors si ce T demi-vie est inférieur à 15 minutes, on retient qu'il n'y a pas d'obstacle. Si ce temps est supérieur à 20 minutes, on retient qu'il y a un obstacle formel et qu'il faut opérer. Maintenant, entre les deux, c'est l'intervalle qui pose problème. Entre les deux, est-ce qu'il faut opérer, est-ce qu'il ne faut pas opérer? Et là, ça se discute au cas par cas. Et c'est un ensemble d'éléments qu'il faut rassembler. Et parmi ces éléments, un qui est essentiel, c'est le retentissement sur la fonction rénale. Est-ce que le rein a diminué sa fonction ou pas? C'est-à-dire, exemple, vous avez un T demi-vie à 18 minutes. Est-ce qu'il faut opérer, est-ce qu'il ne faut pas opérer? On va voir la fonction rénale séparée sur le néphrogramme au DMSA. Si on a ce rein qui fonctionne moins de 45%, ça veut dire qu'il y a un retentissement sur le rein. Même à 18 minutes, il faut l'opérer. Mais si on a 18 minutes avec des reins qui fonctionnent normalement, il ne faut pas l'opérer. Et bien sûr, la scintigraphie rénale au DMSA, donc c'est l'étude fonctionnelle. Il y a un autre marqueur ou bien traceur, c'est le MAC3. C'est le plus récent, c'est le plus cher, mais c'est le plus fiable. Parce qu'il fait en fait deux fonctions en une fonction, c'est-à-dire les deux fonctions à la fois. C'est-à-dire au lieu de demander une scintigraphie au DTPA pour l'étude dynamique et de demander une scintigraphie DMSA pour étudier la fonction rénale séparée, on demande le MAC3 et qui répond aux deux questions. Mais c'est un peu cher. Ça existe au Maroc. Donc ça, c'est les images scintigraphiques. Donc vous voyez la différence entre les deux reins. Et aussi, je vais vous montrer cette courbe. Alors la courbe, c'est une courbe qui est caractéristique d'une obstruction formelle. Je m'explique. Donc le tracé jaune correspond au rein normal. Donc ça c'est la fonction du rein. C'est-à-dire qu'il y a la sécrétion, la partie ascendante, et puis il y a une courte partie transversale, et après il y a à l'injection du Lasillix, on va voir qu'il y a une vidange rapide.
c'est la partie descendante. Ça, c'est le normal. Lorsqu'on a un obstacle qui est formel, donc vous voyez que la partie transversale, elle devient plus longue, et même après l'épreuve au Lasillix, c'est-à-dire vous injectez le Lasillix pour accélérer la vidange, la courbe elle est stationnaire, ça veut dire qu'il n'y a pas d'élimination. Ça, il faut retenir cet aspect-là, c'est un aspect caractéristique d'une scintigraphie ou DTPA, d'un syndrome de jonction pilo-urétérale avec obstruction formelle. Les autres, bien sûr, la cystographie, il faut la demander dans le bilan à la recherche d'un reflux. Pour les autres, ce n'est pas obligatoire, même pour le visopolaire, ce n'est pas obligatoire de demander un angioscan, parce que ça ne sert absolument à rien. L'essentiel, c'est de poser l'indication chirurgicale et on va découvrir un péropératoire sur visopolaire. Le bilan biologique, bien sûr, surtout la fonction rénale, il faut toujours avoir des chiffres de référence de la fonction rénale. Le traitement, donc soit l'abstention chirurgicale, mais il faut surveiller. Qui dit abstention chirurgicale ne veut pas dire qu'il faut lâcher le patient, mais il faut le surveiller parce que même si on pose l'abstention chirurgicale, on peut poser l'indication chirurgicale après. La cure chirurgicale, c'est la résection de la jonction pilo-urétérale avec anastomose pilo-urétérale. Et lorsqu'on a un visopolaire, il faut décroiser donc le pédicule. Donc généralement c'est cette technique-là qui est utilisée. C'est une ancienne technique avec des modifications qui se font, en fait des modifications dans le sens d'amélioration. Mais le principe de cette technique, c'est de réséquer la jonction pilo-urétérale. Il faut la réséquer et réaliser une anastomose déclive, c'est-à-dire une anastomose oblique. Et pas réaliser une anastomose termino-terminale circulaire, parce que ça ne va pas marcher. Il faut réaliser une anastomose oblique, la plus déclive possible, pour permettre l'évacuation des urines. Donc c'est ça l'aspect final. Ça donne cet aspect-là, l'aspect en raquette. C'est comme une raquette. Si vous imaginez ces sutures-là, ces lignes de suture, c'est comme une raquette avec la queue de raquette, c'est celle-là, la queue de raquette, et l'autre partie de la raquette, c'est celle-là. Les autres techniques, généralement c'est pour les récidives. C'est pour les récidives, c'est-à-dire parce que si un syndrome de jonction opéré fasse une sténose au niveau de l'anastomose, il faut le reprendre et généralement on réalise d'autres techniques parce que c'est très difficile de réaliser cette technique sur les récidives. Les indications, donc les hydronéphroses de diagnostic anténatal, c'est-à-dire lorsqu'on a une hydronéphrose diagnostic anténatal, il faut opter pour la surveillance, mais la chirurgie est indiquée si l'obstruction formelle à la scintigraphie, si aggravation de l'obstacle à l'échographie à la scintigraphie, c'est-à-dire on a une aggravation à l'échographie, on trouve des chiffres plus qu'on avait, ou bien à la scintigraphie du troisième, du sixième mois, on a une aggravation soit sur la fonction, soit sur le temps de demi-vie. Si la diminution de la fonction rénale de plus de 5%, aussi il faut intervenir. Et pour les syndromes de jonction pilo-urétérale symptomatiques, il ne faut rien attendre. Chaque fois que c'est symptomatique, il faut opérer. Il ne faut rien attendre. C'est-à-dire si un grand enfant qui a un syndrome de jonction avec des douleurs abdominales, ou bien avec des lombalgies, ou bien avec infection urinaire, ou bien autre chose, il faut l'opérer, il ne faut pas attendre. C'est vrai qu'il faut faire le bilan, mais le bilan ne va pas changer l'indication chirurgicale. Tout syndrome de jonction symptomatique, il faut l'opérer. D'ailleurs, c'est comme chez les adultes. Les adultes, si un syndrome de jonction arrive vers l'âge adulte, une fois qu'il diagnostique, il l'opère, parce que c'est symptomatique. La néphrectomie sur rein muet. Le rein muet, mais pas à l'UV, c'est à la scintigraphie. C'est-à-dire si on a un rein, syndrome de jonction, avec un rein qui est détruit, qui fonctionne uniquement à moins de 10%, il faut l'enlever parce qu'il ne sert absolument à rien. Et au contraire, on l'enlève parce qu'il sera source de problèmes pour l'enfant dans sa vie
Et l'un des problèmes les plus importants, c'est l'hypertension artérielle. Si on laisse un rein qui ne fonctionne pas chez un individu, ça peut se compliquer de l'hypertension artérielle. Bien sûr, un rein qui ne fonctionne pas, il va se surinfecter, il va devenir comme un abcès et ça peut donner un choc septique et aussi grave pour le patient. L'évolution, donc les résultats ils sont excellents en matière du syndrome de jonction pilo-rétérale, plus de 90% de bons résultats, c'est-à-dire de succès, et uniquement 10% de récidive. Et lorsqu'on parle de récidive, c'est surtout les sténoses. Ce sont des sténoses, même uniquement dans 10%, ce sont des sténoses qui sont dangereuses, de diagnostic difficile. Il faut savoir les reconnaître, il ne faut pas les négliger parce qu'ils peuvent tuer le rein, c'est-à-dire un rein qui fonctionne normalement et qui fait une sténose après la cure du syndrome de jonction, il peut le tuer sans symptômes, à bas bruit. Donc il faut savoir, et comment on fait le diagnostic de ces sténoses, c'est sur le suivi échographique des syndromes de jonction pilo-rétérale opérés. Il faut savoir aussi que quand on opère un syndrome de jonction pilo-rétérale, dans l'échographie de contrôle, on ne va pas avoir un aspect échographique sans dilatation. Ça, c'est faux. On va avoir une dilatation qui va rester, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va diminuer, voire même disparaître avec l'évolution, mais il ne va jamais augmenter. Mais s'il augmente, c'est-à-dire on avait 30 mm avant l'intervention, et après l'intervention, on a 40 mm. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que notre cure chirurgicale ne marche pas. Notre anastomose ne marche pas. Et ces 4 cm vont devenir après 5 cm, 60 mm, etc., etc. Et chaque centimètre augmente dans la dilatation, c'est au dépend du parenchyme rénal et on peut même arriver à 0 parenchyme avec l'évolution si on ne fait pas le diagnostic.